La porte claqua comme un coup de tonnerre dans la nuit d'orage, et Léonard, 16 ans à peine, se retrouva dehors, trempé jusqu'aux os, le cœur battant à rompre. « Tu n'es plus mon fils. Sors d'ici, abomination !» avait hurlé son père, les poings serrés, les yeux injectés de rage homophobe qui avait fermenté des années dans leur petite maison de banlieue parisienne. Dans l'ombre pluvieuse de la rue, il tituba, un sac à dos jeté sur l'épaule, se demandant si la scène, à 2 pas, ne serait pas une fin plus douce que cette expulsion brutale. C'était l'été 2005, et Paris, ville des Lumières, semblait alors un labyrinthe hostile pour un adolescent gai sans abri. Léonard courut, les larmes se mêlant à la pluie, jusqu'à ce que ses jambes le lâchent près d'un café miteux du Marais. Là, une voix douce perça le chaos. « Mon garçon, entre donc, tu vas attraper la mort. » C'était Élise, une veuve d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants noués en chignon lâche, qui tenait ce bistrot depuis des décennies. Ses yeux, d'un bleu fané comme la Loire en automne, l'avaient transpercé avec une compassion qu'il n'avait jamais connue. Sans un mot de plus, elle l'avait enveloppé dans une couverture, servi un bol de soupe chaude, et écouté son histoire d'une traite, sans jugement. Élise n'avait pas hésité. « Viens avec moi, à la campagne. Ma maison à Saint-Émilion est vide depuis que mon mari est parti. Tu y seras en sécurité. » Et ainsi, Léonard avait atterri dans ce havre bordelais, une bâtisse en pierre du XVIIIe siècle nichée au cœur des vignobles, où les raisins mûrissaient sous un soleil généreux. La maison, avec ses volets verts écaillés et son jardin envahi de lavande, devint son refuge. Élise, qui l'appelait vite Mémé par affection instinctive, l'inscrivit au lycée local, lui apprit à cuisiner les magrets de canard et à lire Balzac sous le vieux chêne du jardin. Pour la première fois, Léonard se sentit vu, aimé pour ce qu'il était, un garçon sensible, aux boucles brunes en bataille, qui rêvait de justice et d'amour vrai. Mais la vie n'était pas un roman rose. Les ragots du village ne tardèrent pas, la vieille Élise ramasse les déchets de la capitale, un garçon pas comme les autres. Léonard serrait les dents, aidait aux vendanges pour payer ses études, et cachait ses attirances naissantes. C'est là qu'il rencontra Lucas, un an plus jeune, fils d'un vigneron voisin. Lucas était tout en contraste, grand, athlétique, avec des yeux verts comme les vignes en mai et un sourire qui désarmait les cœurs. Ils se croisèrent lors d'une fête de la vendange, où Lucas, torse nu sous le soleil, pressait les raisins avec une joie païenne. « T'es pas d'ici, toi » lança-t-il à Léonard, qui rougissait en ramassant des seaux. Ce fut le début d'une amitié électrique, faite de rires volés dans les caves humides et de confidences au clair de lune. Pourtant, l'ombre du passé planait. Le père de Léonard, un flic à la retraite aigri par ses propres échecs, n'avait jamais cherché à le retrouver. Élise, elle, comblait les vides avec une tendresse farouche. « L'amour, mon petit, c'est comme le vin, il faut du temps pour qu'il s'épanouisse, mais il finit par inoublier l'âme. » Ces mots devinrent le mantra de Léonard, qui excellait à l'école, dévorait les livres sur les droits civiques inspirés par les luttes américaines qu'il lisait en secret, ces histoires de Martin Luther King et de Stonewall qui le faisaient vibrer d'espoir. À 18 ans, il partit pour Paris étudier le droit, promettant à Élise de revenir. Lucas, lui, resta pour les vignes, mais leurs lettres, passionnées et codées, maintinrent la flamme. Les années filèrent comme un Bordeaux millésimé. Léonard grimpa les échelons, militant pour les droits LGBTQ+ à ACT UP, puis avocat spécialisé dans les discriminations. Lucas, quant à lui, transforma le domaine familial en coopérative bio, un succès local qui masquait sa solitude. Ils se revirent sporadiquement, lors de Noël pluvieux où les baisers volés dans la grange sentaient le raisin et le regret. « Pourquoi on ne se dit pas tout ?» murmurait Lucas un soir d'ivresse, ses lèvres effleurant celles de Léonard. Mais la peur de la famille, du village, de l'échec les retenait. Léonard, ambitieux, visait plus haut, les municipales à Bordeaux, où il se présenta en 2020 comme outsider gay assumé. Pour un monde où personne n'est chassé de chez soi, clamait-il dans ses discours enflammés. Élise, vieillie mais toujours vive, suivait tout depuis Saint-Émilion. Sa maison, héritage de son grand-père, était menacée, la municipalité voulait la raser pour un lotissement de luxe, un projet immobilier vorace piloté par un promoteur sans scrupules, Henri Duval, un homme au sourire carnassier et aux connexions politiques opaques. « C'est mon âme, cette pierre » confiait-elle à Léonard par téléphone, la voix chevrotante. Lui, alors adjoint au maire, jurait de la protéger. Mais le destin en décida autrement. En 2025, une élection anticipée propulsa Léonard au poste de maire de Bordeaux, un triomphe inattendu porté par une vague progressiste. Le retour à Saint-Émilion fut un tourbillon. Léonard, 36 ans désormais,
descendit de sa berline noire sous un ciel d'octobre chargé de nuages, le cœur serré comme un vieux tire-bouchon. La maison d'Élise se dressait là, inchangée en apparence, les volets claquaient doucement au vent, la lavande persistait en touffe rebelle. Mais une pancarte à vendre flottait comme une sentence, plantée par Duval lui-même. Élise l'accueillit sur le seuil, frêle dans sa robe fleurie, les yeux brillants. « Mon maire, tu as réussi, petit. » Leur étreinte fut un barrage contre les ans, et Léonard sentit les larmes monter au pas de joie, mais d'une douleur accumulée. Lucas était là, bien sûr, alerté par un appel fiévreux. Il avait changé, les épaules plus larges, une barbe naissante qui soulignait sa mâchoire carrée, mais ce regard vert, toujours ce regard qui le désarmait. « Félicitations, Léonard. T'es un grand maintenant. » Sa voix était rauque, chargée d'un non-dit qui datait de leurs 16 ans. Ils dînèrent tous les trois sous le chêne, un cassoulet fumant et du vin rouge qui délia les langues. Élise raconta ses souvenirs, la guerre, son mariage, la perte de son fils unique dans un accident de voiture, ce vide qu'avait comblé Léonard. « Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé, dit-elle, posant sa main ridée sur la sienne. Mais la nuit venue, seul dans sa chambre d'adolescent, Léonard ne dormit pas. Les posters jaunis de Harvey Milk et de ses héros américains des drogues et le narguet. Il descendit au jardin, alluma une cigarette vis rare, vestige de ces nuits parisiennes, mais Lucas le rejoignit, silhouette sombre contre la lune. « On peut pas continuer comme ça, murmura Lucas, s'approchant trop près. Leurs lèvres se trouvèrent enfin, un baiser vorace, salé de regrets et de désirs refoulés. Les mains de Lucas glissèrent sous la chemise de Léonard, traçant les contours d'un corps marqué par les ans et les luttes. Ils firent l'amour là, sur l'herbe humide, un acte de reconquête fiévreux, où chaque caresse effaçait une année de silence. « Je t'aime depuis toujours, avoua Lucas, essoufflé, et Léonard, le cœur en feu, répondit, moi aussi. Mais la vie nous a volé du temps. » Le lendemain, la réalité reprit ses droits. Duval, promoteur impitoyable, avait racheté les terrains voisins et poussé pour une dérogation urbanistique. La maison d'Élise, classée patrimoine mais endettée par des réparations, était la dernière pièce du puzzle. Léonard, maire fraîchement élu, convoqua une réunion d'urgence à la mairie de Saint-Émilion. Ses personnels, confia-t-il à son équipe, une brochette de jeunes écolos et d'anciens vignerons. Mais Duval n'était pas seul, il avait des alliés, dont un conseiller municipal corrompu, et des rumeurs circulaient. Léonard, le garçon de la capitale, trop sensible pour les affaires dures. Le conflit s'envenima vite. Lors d'une audience publique, Duval attaqua, « Monsieur le maire, votre sentimentalisme va ruiner l'économie locale. Cette ruine d'Élise Moreau n'est qu'un frein au progrès. » La salle bruissa, et Léonard se leva, la voix tremblante de rage contenue. « Progrès ? Vous parlez de béton et de profit, moi de mémoire et d'humanité. Cette maison a abrité des âmes brisées, comme la mienne jadis. Elle mérite d'être sauvée, pas sacrifiée. » Applaudissements épars, mais Lucas, au fond de la salle, sentit un froid l'envahir. Il savait que Duval avait une emprise, des prêts impayés sur le domaine familial, une dette que Lucas avait cachée pour ne pas inquiéter Léonard. Cette nuit-là, dans la chambre de la maison, l'intimité se teinta de tension. Léonard, nu contre Lucas, traça du bout des doigts les cicatrices invisibles de son amant. « Qu'est-ce qui te ronge » demanda-t-il doucement. Lucas hésita, puis avoua, « Duval me tient. J'ai signé un contrat idiot pour agrandir les vignes. S'il perd, il me ruine. » La trahison n'était pas là, pas encore, mais le doute s'insinua, comme un ver dans le raisin. Léonard serra Lucas plus fort. « On affrontera ça ensemble. Comme autrefois. » Leurs corps s'entrelacèrent à nouveau, un refuge charnel contre la tempête, où l'amour, brut et tendre, rappelait que les cœurs battus pouvaient encore guérir. Pourtant, les jours suivants furent un tourbillon de batailles administratives. Léonard lança une pétition, mobilisa les associations LGBTQ+, pour un angle patrimoine inclusif, invoquant même des parallèles avec les luttes américaines pour les droits, ces histoires de résilience qu'il aimait tant. Élise, infatigable, ouvrit son jardin aux médias, racontant l'histoire du garçon chassé, sans nommer Léonard pour le protéger. « C'est une maison d'accueil, pas de pierre seulement, disait-elle, et les caméras de France 3 s'attardaient sur son visage buriné. » Mais Duval contre-attaqua sournoisement. Des fuites dans la presse locale accusaient Léonard de népotisme, le maire protège sa bienfaitrice pour des motifs personnels. Pire, une photo volée Léonard et Lucas enlacés dans le jardin circula, anonyme mais venimeuse. Le village, conservateur sous ses airs pittoresques, murmura.
Lucas, rongé par la culpabilité, s'éloigna. « Je t'apporte que des ennuis, dit-il un soir, refusant l'étreinte. Léonard, blessé, sentit le gouffre s'ouvrir. Était-ce la fin avant même le début? Le climax survint par un matin de brume automnale, quand Duval déposa une injonction au tribunal, expulsion immédiate pour Élise, sous prétexte de non-conformité aux normes sismiques. Léonard, dans son bureau de la mairie, relut le document les mains tremblantes. « C'est de la vengeance pure, gronda-t-il à son adjoint, un jeune juriste nommé Théo, qui hochait la tête avec ferveur. On contre-attaque avec une expertise indépendante. Et on expose tout. » Mais au fond de lui, une voix murmurait, et si Lucas avait cédé? Les nuits solitaires dans son appartement bordelais, Léonard revivait leurs étreintes passées, se demandant si l'amour pouvait survivre à la trahison naissante. Élise, elle, affronta la nouvelle avec une dignité stoïque. « Si je dois partir, au moins j'aurai vu mon garçon triompher, dit-elle en pliant ses affaires. » Mais Léonard refusa. Il organisa une veillée nocturne devant la maison, invitant villageois, militants et même des artistes parisiens. Des torchers illuminaient les vignes, des discours fusaient sur l'homophobie, la mémoire, l'écologie. Lucas vint, silhouette tendue au bord de la foule, et leurs regards se croisèrent comme un appel au secours. Plus tard, à l'écart, il craqua, « Duval m'a menacé. Il sait pour nous, pour mon orientation. Il a promis le silence contre mon vote au conseil. » Léonard blêmit. « Ton vote? Tu siégeras contre moi. » La révélation fut un poignard. Lucas, élu conseiller local par loyauté au domaine, avait été piégé dans un chantage vicieux. « Je n'ai pas encore voté, je le jure. Mais si je refuse, il publie tout nos photos, tes secrets d'enfance. » La colère de Léonard éclata, un orage intérieur, « Tu m'as caché ça. Comme mon père m'a caché sa haine. » Il partit, laissant Lucas seul sous la pluie fine, le cœur en lambeaux. Cette nuit, la maison trembla non pas de vent, mais de pleurs étouffés. Élise, entendant la dispute, murmura une prière pour ses amours compliqués, si semblables aux siens jadis. Le conseil municipal, 2 jours plus tard, devint un théâtre de passion. La salle, archi-comble, puait la sueur et le vinaigre. Duval, en costume 3 pièces, plaida son projet, modernité pour Saint-Émilion. Emploi, tourisme. Applaudissements forcés. Puis Léonard se leva, la voix un fil d'acier, modernité sans âme. Cette maison a sauvé des vies, abrité un enfant rejeté par son sang. Elle symbolise ce que nous sommes, résilients, humains. Il raconta son histoire, pour la première fois publiquement le père homophobe, la porte claquée, Élise la sauveuse. La salle retint son souffle, des larmes coulèrent. Lucas, au premier rang, pâle comme un linge, vota contre Duval dans un silence assourdissant. Mais la trahison frappa plus bas. Duval, furieux, révéla alors le chantage, « Votre mère est manipulée par un amant compromis. Regardez ces preuves. » Les photos s'affichèrent sur un écran, Léonard et Lucas, enlacés, intimes. Un murmure de scandale enfla au patent pour l'homosexualité, mais pour le soupçon de corruption. « Il couche pour sauver sa baraque », hurla un vieux vigneron. Léonard, figé, sentit le monde basculer. Lucas bondit, « C'est du chantage. Duval m'a forcé, comme il force tant d'autres. » La salle explosa en cris, et Léonard, brisé, quitta la estrade, Élise l'attendant dehors avec un regard de mère blessée. Les jours suivants furent un cauchemar. La presse nationale s'empara du scandale, Mergue de Bordeaux impliqué dans affaires de favoritisme. Léonard, isolé dans son bureau, ignora les appels de Lucas. « Tu m'as trahi en te taisant » lui envoya-t-il par message, un couperet numérique. Élise, hospitalisée pour un coup de fatigue, murmura depuis son lit, « L'amour, petit, pardonne les faiblesses. Comme le vin pardonne les mauvaises années. » Mais le pardon semblait lointain. Duval, sentant la victoire, lança les bulldozers, le matin du 5e jour, ils grondèrent aux portes de la maison. Léonard réagit par un acte désespéré, une occupation pacifique, avec Théo et une poignée de fidèles. Ils s'enchaînèrent au volet, chantant au Bella Ciao en écho aux résistances passées. Lucas arriva seul, les yeux rougis. « Laisse-moi t'aider. » Léonard, chaîne au poignet, le toisa froidement. « Pourquoi? Pour te racheter ?» Mais au fond, l'amour persistait, tenace comme une racine dans la roche. La confrontation physique avec les ouvriers aux pas violentes, mais tendue attira les caméras.
Duval, acculé, commis l'erreur fatale, une menace voilée filmée, je vous briserai tous, PD et vieille folle. Le scandale viralisa en heures. Les réseaux sociaux, ces veines numériques de la France connectée, propageaient l'enregistrement, Duval, grotesque dans sa rage homophobe, démasqué. Les associations LGBTQ+ descendirent en masse de Paris à Marseille, un cortège solidaire. Pas de place pour la haine dans nos vignes, scandait-il devant la maison. Léonard, enchaîné encore, sentit un frisson d'espoir, c'était Stonewall à la française, une révolte intime devenue collective. Élise, sortie de l'hôpital contre avis médical, rejoignit la chaîne humaine, sa voix chevrotante entonnant une vieille chanson de résistance. Pour les amours interdits, pour les maisons sauvées. Lucas, au cœur de la mêlée, força le dialogue. Il s'agenouilla devant Léonard, sous les flashs, et par là-bas, j'ai eu peur, comme ton père t'a fait peur. Mais l'amour, c'est affronter ça ensemble. Les mots, simples, brisèrent la glace. Léonard, les yeux humides, murmura, prouve-le. Lucas hocha la tête et se tourna vers la foule, je témoigne contre Duval. Il m'a chantagé pour mon orientation, comme tant de nos frères et sœurs. Un tonnerre d'applaudissements, la trahison se muait en rédemption. Le tribunal, saisi en urgence, suspendit les travaux. Duval fut arrêté pour extorsion et diffamation, ses connexions s'effritant comme du calcaire sec. Mais le vrai combat était intérieur. Tandis que la maison respirait à nouveau, Léonard et Lucas se retrouvèrent dans le grenier poussiéreux, là où autrefois ils avaient partagé leur premier rêve. J'ai douté de nous, avoua Léonard, ses doigts entrelacés à ceux de Lucas, rugueux de travail manuel. Et moi de moi-même, répondit Lucas, l'embrassant avec une douceur nouvelle, comme si chaque baiser scellait une promesse. Leur nuit fut un poème charnel, corps enlacés dans la paille, souffle mêlé, où le désir se teintait d'une tendresse profonde, humaniste pas seulement physique, mais une fusion d'âme cabossée. Élise, veillant en bas, sourit en entendant les murmures étouffés. Elle avait toujours su, l'amour vrai, gai ou non, était une vigne qui s'enracine malgré les tempêtes. Les jours suivants, la maison fut restaurée par une vague de dons aux villageois repentis, militants inspirés. Léonard lança un projet, transformer une aile en centre d'accueil pour jeunes LGBTQ+ en détresse, un refuge Élise. Pour que plus personne ne soit chassé, déclara-t-il lors de l'inauguration, Lucas à ses côtés, main dans la main, assumant publiquement leur couple. Pourtant, les ombres persistaient. Le père de Léonard, apprenant le scandale par la télé, envoya une lettre froide, tu as sali le nom de la famille. Léonard la brûla dans le jardin, les flammes dansant comme une libération. Ma famille, c'est ici, dit-il à Élise, qui hocha la tête, les yeux plissés de fierté. Lucas, lui, trancha avec son propre passé, il rompit les dettes en coopérative, invitant Léonard à investir dans les vignes. Un vin pour notre histoire, plaisanta Théil, et ils rirent, un rire libérateur qui chassa les fantômes. La romance s'épanouit alors, lente et profonde, à la manière française, promenade au bord de la Dordogne, dîner aux chandelles où Lucas cuisinait des truffes noires, et nuit où leur corps explorait les contours de l'autre avec une patience infinie. Léonard, l'ambitieux Parisien, redécouvrait la terre, Lucas, l'ancré rural, s'ouvrait au monde. Leur amour, cas dramatique dans ses conflits, devenait une symphonie romantique, baiser volé dans les rangs de vignes, confession au lever du soleil, où chaque « je t'aime » était un serment humaniste contre l'intolérance. Mais le destin, ce farceur, réservait une dernière épreuve. Élise, affaiblie par l'âge, annonça un soir, le médecin dit que c'est la fin, mes amours. Son cœur, usé par les joies et les peines, faiblissait. Léonard et Lucas veillèrent, tour à tour, dans la chambre aux meubles anciens, où l'air sentait la cire et les roses fanées. Vous êtes ma plus belle vendange, murmura-t-elle, serrant leurs mains. Sa mort, paisible une aube de printemps 2026, laissa un vide béant, mais aussi un legs, la maison, désormais musée vivant de résilience. Les funérailles d'Élise furent un hommage vibrant. L'église de Saint-Émilion, bondée, résonna de témoignages, militants évoquant son rôle discret dans la résistance, jeune gay la remerciant pour l'inspiration du refuge. Léonard prononça l'éloge, elle n'a pas sauvé une maison, mais des âmes. Et en sauvant la mienne, elle m'a rendu à l'amour. Lucas, à ses côtés, lut un poème de Verlaine, sa voix brisée par l'émotion. Plus tard, seul au cimetière, sous les cyprès sentinelles, ils s'étreignirent. On continue pour elle, dit Lucas, et Léonard, les larmes coulant, répondit, avec elle, en nous. Le deuil transforma leur couple. Ce qui avait été passion fiévreuse devint un amour mature,
ancrés dans le quotidien. Ils emménagèrent dans la maison, rénovée avec soin, une chambre commune aux fenêtres sur les vignes, où les matins commençaient par des cafés partagés et des projets murmurés. Léonard, réélu maire avec une majorité écrasante, intégra des politiques inclusives, formations anti-homophobie pour les écoles, partenariats avec des ONG américaines inspirées de ces luttes transatlantiques qu'il chérissait. Lucas lança un vin cuvée spécial, Elise's Legacy, un rouge corsé dédié à la bienfaitrice, dont les étiquettes portaient une gravure discrète de 2 silhouettes enlacées. Les conflits passés ressurgirent parfois, comme des bulles dans le vin. Une nuit, après un conseil tendu sur l'urbanisme, Léonard craqua, et si Duval avait raison? Si je suis trop sentimental? Lucas le prit dans ses bras, fort et rassurant, c'est ta force, pas ta faiblesse. Comme mon silence d'autrefois était ma peur, pas ma trahison. Ils firent l'amour alors, lent et profond, une danse de réconciliation où chaque toucher effaçait les doutes, rappelant que l'intimité gay, dans sa vulnérabilité, était une affirmation de vie. L'humanisme imprégnait tout. Le refuge accueillit son premier pensionnaire, un adolescent de province, chassé comme Léonard l'avait été. Bienvenue chez toi, lui dit Léonard, et dans ce geste, il boucla le cercle. Lucas, devenu cofondateur, organisa des ateliers de permaculture, enseignant que guérir la terre guérissait l'âme. Leur romance, publique désormais, inspira un couple emblématique, mêlant politique et passion, qui prouvait que l'amour pouvait changer les villages comme les nations. Des années plus tard, en 2035, Léonard, cheveux grisonnants, siégeait au Sénat, défendant une loi sur le patrimoine LGBTQ+. Lucas gérait un domaine florissant, leurs vignes s'étendant comme un empire vert. Il revenait souvent à la maison, assis sous le chêne, un verre à la main. Elle serait fière, disait Léonard, et Lucas, le sourire en coin, répondait, elle l'est. Et nous, on vit pour ça. La fin n'était pas une clôture, mais une ouverture à un Bordeaux qui s'ouvrait sur des arômes infinis. Dans ce récit de chasse et de retour, de trahison pardonnée et d'amour conquise, l'humanité l'emportait, pas de triomphe absolu, mais une résilience douce, où chaque cœur brisé pouvait renaître, enraciné dans la terre de France, nourri par des rêves d'ailleurs.